Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va faire le bilan ensemble 2020. Bilan de ce que j'ai pensé de l'année, de mes performances également, perspectives, on peut parler des perspectives 2021 également, donc en guise de préparation. Je pense que la fin de l'année, c'est toujours mieux de faire son bilan avant que l'année soit terminée. Puisque le faire en janvier, en fait, la problématique de faire ce bilan en janvier, c'est très souvent qu'on finit par pas le faire ou le bâcler. Puisque d'une part, on ne pense plus, en fait, d'ores et déjà à 2020, on est déjà ancré dans le début de l'année, on recommence avec des nouveaux objectifs et on se concentre en fait directement sur 2021. Donc c'est mieux ne pas attendre justement et de profiter de faire le bilan avant les vacances de Noël, même si bien entendu cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué pour chacun d'entre nous, avec les aléas que l'on connaît, ne pas être auprès de ses proches éventuellement. On verra évidemment comment ça se passe au moment où je tourne cette vidéo. C'est pas gagné. Donc, le bilan de cette année, c'est une année exceptionnelle, mais par tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est une année exceptionnelle par la performance. Je ne vais pas faire mon Calimero. Clairement, c'est une excellente année. C'est ma meilleure année en termes de performance, en termes de gains en euros, en valeur. J'ai été très agressif tout au long de cette année et ça a payé, clairement. Et finalement, dans son bilan, qu'est-ce qu'il est important de retenir? Il est important non pas de se focaliser sur ses faiblesses, bien que, bien entendu, éviter de continuer à faire les mêmes erreurs, c'est en effet ce qu'il faut faire en bourse, c'est ce qu'il faut travailler, mais je dirais c'est surtout se focaliser sur ses forces. C'est qu'est-ce qui a marché cette année pour vous? Qu'est-ce qui a été vraiment révélateur, qui vous a servi de déclic et qui finalement vous a toujours mis dans des positions confortables? Parce que c'est bien ça dont on parle en bourse. C'est pas seulement de gagner de l'argent. Au-delà de cela, je serais même tenté de dire, si on pense qu'au gain de l'argent, on va en perdre. Ce qu'il faut, c'est penser d'abord protection de son capital et derrière plaisir, confort. Se mettre dans des situations où on est confortable. Donc, c'est-à-dire, pour ma part, ce qui marche concrètement, c'est de rentrer en plusieurs fois dans mes positions. C'est pas de rentrer comme un gros bourrin en une fois, même si bien entendu, avec ma taille de portefeuille, je peux toute proportion garder, bien entendu, vous pouvez considérer que parfois je rentre comme un gros bourrin sur des actions très volatiles, très spéculatives avec des grosses sommes, mais tout est relatif en termes de pourcentage et c'est pour ça que quand je partage mon portefeuille, pour moi la ligne qui est la plus importante, c'est la ligne pourcentage investi. Et donc vous avez le montant que représente la ligne sur mon portefeuille. Et donc très souvent, ça a beau être des montants qui peuvent vous paraître assez importants, c'est du 1% ou du 2%. Surtout, c'est de me mettre dans des configurations qui me sont favorables, donc c'est-à-dire suivre au maximum la stratégie du moins de risque. Bien entendu, et vous êtes souvent beaucoup à me poser la question, moi je ne fais pas que du moins de risque, je vais prendre également des valeurs en retournement, je vais prendre des valeurs qui sont en opportunité de rebond. Donc tout dépend bien entendu de la volatilité, ce que je cherche. Quand je vais prendre des valeurs en rebond ou en mode opportunité, ça va être sur une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que je ne cherche pas à acheter au plus bas, je ne cherche pas à vendre au plus haut, je cherche à jouer un décalage. Et donc je prends ce qu'il y a à prendre et c'était en général des trades qui sont très courts. Ou à contrario, je vais faire du moins de risque ou je vais jouer des retournements, c'est-à-dire anticiper un petit peu le moins de risque, anticiper le moment où ça va breaker et ça va donc être le raz-de-marée et intéresser, surtout quand le marché est porteur. Donc il faut bien comprendre le sentiment de marché, il faut bien comprendre l'environnement de marché dans lequel vous êtes et justement comprendre qu'à un moment donné, quand le marché est fort, quand le marché est acheteur, quand le marché est blindé de liquidité comme il est actuellement, eh bien c'est là où vous pouvez avoir cet intérêt à justement augmenter vos positions parce que vous savez et à anticiper un petit peu en mode moins de risque parce que vous savez que vous pouvez avoir du déchet bien entendu, mais vous vous mettez dans des positions confortables dans le sens où dès que ça va breaker, ça va générer du volume, ça va générer de l'intérêt et ça peut partir très rapidement. L'erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de penser que ce qui s'est passé en 2020, surtout sur cette seconde partie de 2020 où on a été un petit peu plus, on va dire, focalisé uniquement à penser que tout le monde, que tout allait dans le meilleur des mondes possibles, à la Pangloss. Et
où en fait plus rien n'était important d'un point de vue macro et microéconomique, seul comptait le fait qu'il y avait un déficit d'offres par rapport à une demande grandissante, qu'il n'y avait pas d'alternative, qu'il y avait des liquidités abondantes et que, qui plus est sur la fin de l'année, lorsqu'on a parlé vaccin, ça a été les vannes ouvertes pour tous les fonds qui attendaient un petit peu en mode cash pour se déverser sur les marchés, et donc on a eu des hausses fortes. Mais on a eu également ces hausses fortes en mode réactif sur les mois de mai-juin, et ensuite on a eu tout un tas de petites capes aussi qui ont très bien performé, des petites capes de croissance, et surtout ce qu'on a eu donc sur cette fin d'année, c'est tout un tas de petites capes value, donc tout ce qui était value qui ne marchait pas depuis 2 ans. Hein, c'est génial parce que c'est toujours la même chose le marché, c'est-à-dire que tout le monde va vous expliquer que c'est un bon dossier, que ça cote en dessous des fonds propres, que ça cote la trésorerie ou que ça cote même pas un PER de 10, etc. C'est très bien, et vous allez voir ces valeurs exploser, vous allez vous dire bah, c'est génial, voilà, ça c'est une bonne analyse fondamentale, etc. Mais on pouvait avoir la même analyse sur ces valeurs-là déjà depuis 6 mois, 1 an et demi, 2 ans même pour certaines valeurs. Donc depuis 2018, depuis mi-2018, clairement l'aspect value n'avait pas du tout la cote sur le marché. Et donc on avait vraiment cet aspect value qui était délaissé. Et donc en effet, au fur et à mesure où ces actions-là ont continué d'être délaissées, d'intéresser de moins en moins de monde, elles ont finalement augmenté leur sous-valorisation, jusqu'à ce que là, on voit que le vaccin permette d'effectuer un certain nombre de rattrapages qui ont été violents, clairement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année 2020, elle est exceptionnelle du début à la fin. Et il ne faut pas croire, surtout pour ceux qui ont débuté cette année, que ça se passe toujours comme ça, qu'on va acheter les breaks et dans la foulée, ça va faire plus 20%, que l'action ne va jamais revenir, donc ne va jamais vous faire douter, que ça va monter en ligne droite et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement ne rien faire, et parce que le lendemain, votre action aura encore grimpé de 10%, ou si elle baisse de 2-3%, le lendemain, elle en prend 20%. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que vous aurez à un moment donné des consolidations qui se feront au prorata, et à un moment donné également, on cassera ces tendances-là, et on rentrera dans la vraie normalité, c'est-à-dire la vraie normalité de la bourse, c'est de la patience, de l'attente, des zigzags, des constructions qui prennent du temps. Et c'est 80% du marché, ça, 80% du temps. Et 20% du temps, c'est quand on casse les figures et qu'on déclenche donc ces tendances-là. Et cette année 2020, ça a été quasiment que des cassures, on en a eu plusieurs, on a eu des constructions au milieu de l'année, mais derrière, cassure à nouveau. Donc ça a été exceptionnel pour le moindre investisseur, quelque part. Et même, je dirais, si on a perdu cette année, parce que clairement, cette année, elle a été aussi très difficile, et je vais vous raconter mon retour d'expérience sur cela. C'est-à-dire, malgré les gains, quasiment x2 sur le plus de x2 sur le portefeuille, maintenant on verra, il faut encore clôturer l'année, bien entendu, mais enfin, on vous dit ça au début de l'année, vous n'y croyez pas, on me dit ça au 15 mars également, j'y crois pas non plus. Donc l'idée c'était, et de toute manière ce qu'il faut bien voir, c'est quelles sont mes frustrations cette année. J'en ai beaucoup de frustrations, c'est-à-dire au-delà de cette performance exceptionnelle, il y a beaucoup de frustrations aussi, puisqu'il y a eu également cette incapacité, de par le bruit de marché, de par l'environnement économique, voilà, de rester quand même optimiste, mais d'avoir un biais quand même assez tourné court terme, et donc de rester dynamique pour rester réactif, puisque tout pouvait arriver à tout moment. Et donc bien entendu, à cette fin d'année, c'est très facile a posteriori de dire oh ben voilà, c'était très simple cette année-là, il fallait rentrer en mars, et puis derrière, en septembre, il fallait commencer, septembre-octobre, il fallait commencer à jouer les valeurs value. On a commencé à le dire nous-mêmes, mais entre le dire et surpondérer les valeurs à ce moment-là, il y a une différence, bien entendu, c'est la gestion du risque. Donc ne vous faites pas avoir également par cette facilité qui est vue pour cette année 2020. Je pense que ça serait un prisme, ça serait un biais. Et derrière, on a de la spéculation, on voit les IPO, donc les introductions en bourse, surtout aux États-Unis. On voit tout qui explose alors qu'on est déjà sur des survalorisations. Alors comme je vous l'ai dit tout au long de cette année 2020, on est survalorisé, mais je veux dire, si les taux continuent à baisser, si les banques centrales continuent à aider, si on continue à avoir du stimulus, potentiellement oui, on est survalorisé, mais si ces taux continuent de baisser, bon,
il n'y a pas de limite, quelque part, à une certaine survalorisation. Est-ce qu'il pouvait être considéré avec un PER à 35 comme survalorisé si vous avez une continuité dans la baisse des taux, et je parle non seulement des taux des banques centrales, mais aussi des taux longs, c'est toujours la tendance de fond actuellement, même si on a un petit rebond intermédiaire, et c'est ça également qui peut jouer un risque sur la perspective 2021. Mais si on a justement encore ces baisses de taux, ben, la nouvelle normalité, c'est peut-être un PER de 50. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Il faut prendre en considération qu'également cette année 2020, sans inverser, je dirais, le cycle business très long terme, on a un paquet de sociétés qui ont récupéré un maximum de cash. Donc, on a aussi de quoi venir. Donc, cette hausse du marché aussi, elle n'est pas sur trois pattes. Elle ne fonctionne pas sur trois pattes. Donc, et c'est ça aussi qui est important de comprendre. Bien entendu, il faut comprendre aussi qu'à un moment donné ou à un autre, la musique s'arrêtera. Et il faudra avoir cette capacité d'avoir prévu ses plans, d'avoir prévu les scénarios dans les perspectives, et c'est ce que je vous propose dans différentes vidéos également sur la chaîne à chaque fois. C'est pour vous préparer à l'inattendu. Puisque ce n'est que ça, la bourse. C'est se préparer ses scénarios, se préparer à l'inattendu pour que quand ça arrive, on n'est pas surpris, on n'est pas dans la panique, on n'est pas dans l'émotion, on est tout de suite dans la validation d'un de nos scénarios et dans l'activation de tout ce qu'on a préparé en amont, que ce soit les valeurs et les suivis. Donc ça aussi, on a bien vu actuellement qu'on a eu tout un début d'année qui a été très focalisé sur valeurs de croissance, une seconde partie de l'année où les valeurs de croissance ont continué de performer, mais on a eu un bon retour des valeurs value, et donc il va falloir jongler certainement sur l'année 2021, avec cet aspect-là où les valeurs de croissance, si les taux ne continuent pas à baisser, auront certainement du mal, arriveront sur un plafond de verre, puisqu'on aura du mal à continuer de justifier des achats sur ce type de valeurs-là de par leur valorisation. Mais par contre, du coup, on ira chercher des values, on ira chercher des valeurs un peu plus cycliques, avec un aspect value. Et pas mal, on a vu de petites capes également qui reviennent pas mal, parce que ça aura aussi une vue défensive, en cas également d'un autre scénario qui serait un retour de l'inflation. Voilà, donc qu'est-ce qui a marché pour revenir au bilan 2020? Qu'est-ce qui a marché et qu'il faut continuer à faire? C'est cette capacité pour moi de rentrer en plusieurs fois, d'être strict, beaucoup plus strict dans mes entrées également, de moins tenter, entre guillemets, des coups très anticipés, mais de moins anticiper, mais d'anticiper juste un petit peu avant que la horde de suiveurs de tendance, etc. se lance et que tous les analystes derrière, parce que qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce que je joue, moi? J'essaye toujours d'anticiper un petit peu, parce que j'essaye d'anticiper le moment où on va casser une résistance, où on va avoir potentiellement déclenché des volumes qui vont du coup déclencher une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne, c'est le fait que les spécialistes, les experts, les investisseurs lambda, les différents screeners, tout ça vont se déclencher et donc vont mettre au-devant des yeux de tout un tas d'investisseurs, de tout un tas de spécialistes qui vont également recommander l'action. Et ça va apporter du volume, ça va m'apporter de la contrepartie nécessaire. Donc ce que j'aime bien, c'est de dimensionner mes positions en amont. Et derrière, quand le marché me valide ça, puisque bien entendu il y a du déchet, et je serais tenté de dire je ne cherche pas à améliorer, c'est mon pourcentage de taux de succès par rapport aux fois où j'ai raison ou tort. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne passe plus du tout de temps, je ne cherche pas à améliorer cela. Ce que je cherche à améliorer, c'est que quand j'ai raison, je gagne gros. Donc je veux pouvoir avoir la capacité, la contrepartie, la confiance, et c'est ça qui est confortable pour moi, de pouvoir rentrer gros et de pouvoir derrière, du coup, gérer mes positions directement. Ça me permet de pouvoir ne pas laisser vivre certainement mes titres assez longtemps. C'est clairement le bémol sur l'année 2020. Mon erreur sur 2020, ça a été très souvent de couper les ailes trop tôt, mais en même temps, les performances étaient déjà exceptionnelles. Donc, il y a aussi en fait le biais quelque part de l'expérience. Et je serais tenté de dire que tous ceux qui avaient l'expérience, tous ceux qui sont en bourse depuis plusieurs années ont certainement moins performé que des débutants, puisqu'ils n'avaient pas finalement toute l'historique et ils ne savent pas à quel point aussi le marché peut être dangereux, ils ne savent pas à quel point le marché également peut retourner sa veste très rapidement, et donc ça, ils n'avaient pas cette carte-là en mode biais, en mode bruit qui quelque part les retenait. Mais il faut bien considérer qu'une performance en bourse
ne se fait pas sur une année. Ce qui est important, et on ne regarde pas, et pour moi, on ne compare pas, il ne faut pas se comparer, et on doit absolument relativiser les performances qui sont données sur une année exceptionnelle comme 2020. Ce qui va faire la différence, c'est comment les gains sur 2020 seront gérés dans les années suivantes. C'est ça pour moi qui fera la différence et la qualité réelle d'un investisseur. Donc du coup, pour moi, pour 2021, c'est continuer de faire ce que j'ai fait sur 2019 déjà, et j'ai continué à le faire sur 2020. Avoir cette capacité donc de rentrer en plusieurs fois, de rentrer sur des positions comme ça plus matures, qui répondent plus à du moindre risque, essayer de faire un petit peu moins de rebonds techniques, même si je continue à en faire également aussi parce que la bourse, ça doit aussi être du plaisir, hein. On n'est pas des robots à la fin de la journée. Et donc derrière, cette idée d'avoir cette capacité aussi de continuer à couper rapidement. Et ce qui m'a beaucoup aidé cette année, comme en 2019, c'est toujours très difficile quand on a des grosses positions de couper d'un coup. Et donc, on coupe pas d'un coup et on attend et ça se dégrade encore plus. Et très souvent, on se retrouve à perdre beaucoup d'argent, à redonner pas mal de gains au marché. Ça, c'est pas bon. Donc, l'astuce pour moi qui marche très bien, c'est que comme je rentre en plusieurs fois, je sors aussi en plusieurs fois. Et quand j'ai une conviction sur une action, eh ben, je vais alléger cette action parce que c'est beaucoup plus simple de commencer à l'alléger. Et donc petit à petit, comme ma position devient plus petite, en fait, ça va devenir encore plus simple de finir par la bazarder parce que j'ai pas les conditions requises et que c'est en train d'être un plan caduc. Parce que quand c'est une conviction que l'on a, que ce soit fondamentale, que ce soit pour d'autres raisons graphiques, etc., si on a une grosse position derrière, si on n'allège pas au minimum, on peut se mettre vraiment dans l'embarras. Alors peut-être que sur 2020, en effet, ça ne s'est pas complètement vu parce que le marché a été quasiment à sens unique, mais sur des années peut-être comme 2021 ou 2022, vous comprendrez peut-être toute la pertinence de ce conseil. Donc du coup, voilà pour mon bilan 2020, beaucoup de frustration également, mais dans ce côté, je me suis focusé sur un trading dynamique qui a été performant, mais j'ai laissé de côté mon portefeuille de long terme également. J'ai sorti pas mal de positions à partir du mois de mai et je l'ai laissé quasiment en veille avec juste 20% investi. Donc clairement aussi, j'ai loupé beaucoup de choses parce que je n'ai pas su tenir mes positions. Il y a eu beaucoup de valeurs sur lesquelles j'étais qui m'ont donné beaucoup, mais qui ont fait derrière du x2, x3, x4, x5. Alors, il ne faut pas se flageller, hein. L'histoire, c'est que j'aurais très certainement coupé de toute manière avant. L'erreur, c'est jamais de sortir de sa position et de tenir son plan. L'erreur, c'est de ne pas re-rentrer en position avec un nouveau plan. Et donc ça, clairement, cette année 2020, elle a été très dure à gérer par le bruit en ambiant, où derrière, quand vous avez des valeurs comme ça qui sont en hausse exponentielle, c'est très difficile de se remettre sur ce type de position-là. Hein, j'ai eu par exemple, j'ai eu pas mal, tout ce qui était solaire, tout ce qui était minière, etc. Pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, vous savez que c'est des secteurs d'activité que j'apprécie et sur lesquels j'avais fait pas mal d'analyses et que j'avais fait mes listes sur la fin 2018, début 2019. Et là, sur cette année, ça a complètement explosé et pour la plupart de ces valeurs-là, je suis passé complètement au travers. Mais c'était le prix à payer aussi, puisqu'on est un seul homme et ce marché aussi a tout fait exploser quasiment en même temps, donc c'était très difficile d'être partout en même temps. Et donc c'était le prix à payer également de se dire, bon, ben, je reste focus sur un portefeuille plus dynamique, court terme, parce que je me sens plus confortable avec ça, plutôt que d'aller chercher du long terme. C'est sûr que maintenant, a posteriori, on se dit « ah, c'était une erreur ». Mais croyez-moi, quand vous avez vécu et que vous avez un petit peu d'expérience, pour moi, c'était loin d'une année vraiment facile, hein, clairement. Et je suis absolument satisfait du résultat et je ne reviendrai absolument pas en arrière pour quoi que ce soit. J'ai eu un très bon trading et surtout qui, dans la majorité des cas, m'a laissé très confortable. Et ça, pour moi, il n'y a pas mieux. Je suis prêt à laisser passer les opportunités du moment que moi je remplis mon objectif de plus 20% par an et à partir du moment où je dépasse ce plus 20% par an, je décide également d'être plus agressif pour aller chercher plus. Là, l'objectif a été amplement réalisé cette année. Et donc pour 2021, c'est la même chose. J'ai mes mêmes perspectives, je vais aller chercher plus 20%. Je ne vais pas chercher des 100 et des 1000. Pour moi, le but, c'est chaque année, de toute façon, de sécuriser le capital qui a été gagné et de repartir pour un coup, tenter de faire plus 20%. Et quand je dépasse
ce niveau de plus 20%, ben je sais que je peux être plus agressif, je sais que je peux aller chercher peut-être des anticipations supplémentaires pour le côté un peu plus plaisir également. Donc voilà pour ce bilan. Je ferai une autre vidéo où on parlera plus de quelles sont du coup les actions, les secteurs d'activité que je vois bien pour 2021. Si vous suivez les vidéos, de toute façon, ça va rien être de neuf. Il y a pas mal de valeurs dont on avait déjà parlé avant le Covid qui sont à nouveau sur la liste et qui ont pas mal rebondi déjà sur novembre. Donc le but également, c'est de vous dire, très souvent, il ne faut pas attendre décembre ou janvier pour vous intéresser à savoir qu'est-ce qu'il faudrait acheter pour 2021. Et on le voit, quasiment tout est parti sur novembre. Ce qui sera intéressant sur 2021, c'est qu'est-ce que l'on va attendre éventuellement qui consolide, quels sont les niveaux qui vont nous intéresser pour revenir sur un certain nombre de valeurs. Ça sera vraiment la clé très certainement pour 2021. Voilà. N'hésitez pas également, ce qui aide à progresser, c'est d'écrire les choses. Donc n'hésitez pas à écrire votre bilan et à l'écrire en commentaire public également de cette vidéo par exemple, parce que ça peut vous permettre de l'ancrer inconsciemment aussi dans votre subconscient et de prendre quelque part aussi un certain nombre de promesses aux yeux du public. Donc ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à faire dans les commentaires votre propre bilan également, à me dire voilà, qu'est-ce qui a marché pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous, qu'est-ce que vous voulez plus faire et qu'est-ce que vous devriez moins faire, puisque c'est ça la clé. Mais vraiment focalisez-vous à vraiment, à moins que vous ayez répété la même erreur 50 fois, où là vraiment il faut faire quelque chose sur votre faiblesse, concentrez-vous surtout sur vos forces. Qu'est-ce qui a marché? C'est ça qu'il va falloir faire plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à partager également, à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir, ça motive à continuer. Quant à moi, il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver en 2020, donc je vous souhaite pas encore de bonnes fêtes, même si le cœur y est. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.